Il commande à 600 000 hommes. Il gouverne un empire qui s'étend de Madrid à Varsovie. Les rois d'Europe tremblent à son nom. Ses généraux, des hommes aguerris, battus par des décennies de guerre, exécutent ses ordres sans les discuter. Et pourtant, ce matin-là, avant la bataille d'Austerlitz, ce qui sera la victoire la plus éclatante de toute sa carrière, Napoléon est seul. Il marche lentement dans le camp, sous la bruine, parmi les soldats endormis. Il ne dort pas, il ne prie pas, il ne cherche pas à se motiver. Il observe, il calcule, il se prépare mentalement à manipuler l'ennemi avec une précision chirurgicale, non pas avec des armes, mais avec quelque chose de bien plus puissant. Son esprit. Ce que peu de gens savent sur Napoléon Bonaparte, ce n'est pas qu'il était un génie militaire. Ce qu'il était, c'est un maître de la psychologie humaine. Un homme qui avait développé, consciemment et inconsciemment, un ensemble de règles mentales pour lire, anticiper et dominer ses adversaires. 7 règles, précises, brutales, efficaces. Et chacune d'elles résonne directement avec ce que les stoïciens avaient enseigné des siècles plus tôt. Dans cette vidéo en 2 parties, on va les décrypter une par une. Et surtout, on va voir comment toi, dans ta vie, tu peux les appliquer. Pas sur un champ de bataille, mais dans tes relations, ton travail, tes conflits quotidiens. Parce que les ennemis de Napoléon n'étaient pas seulement des armées, ils ressemblent beaucoup à certaines personnes que tu connais. Règle 1. Connais ton ennemi mieux qu'il ne se connaît lui-même. Avant la bataille d'Iéna, en 1806, où il écrase la Prusse en moins de 24 heures, Napoléon avait étudié l'armée prussienne pendant des semaines. Pas ses effectifs, pas ses canons, sa psychologie. Il avait compris une chose précise. Les généraux prussiens étaient formatés par les gloires passées de Frédéric le Grand. Ils combattaient avec des tactiques d'une autre époque. Ils étaient rigides, prévisibles, prisonniers de leur propre tradition. Et Napoléon a utilisé exactement cette rigidité contre eux. Il les a attirés dans une formation qu'ils ne savaient pas contrer. Résultat, une armée entière détruite en quelques heures. Voilà la première règle. Avant d'affronter quelqu'un, comprends comment il pense. Pas ses arguments, pas sa position, sa façon de penser, ses peurs, ses certitudes, ses angles morts. Épictète, 2000 ans avant Napoléon, formulait cela avec une clarté tranchante. Cherche d'abord à comprendre, ensuite seulement à répondre. Celui qui répond sans avoir compris combat dans l'obscurité. Concrètement, ça ressemble à quoi dans ta vie? Ton chef qui te bloque systématiquement sur certains projets. Avant de t'énerver, avant de te plaindre, avant de contre-attaquer, demande-toi pourquoi il réagit comme ça. Quelle est sa peur sous-jacente? Qu'est-ce qui le fait se sentir menacé? Ton collègue qui sabote discrètement tes idées en réunion. Pourquoi? Insécurité, jalousie, peur d'être mise au second plan? La personne dans ta vie qui te critique constamment, qu'est-ce qu'elle projette sur toi? Qu'est-ce qu'elle ne supporte pas dans sa propre vie et qu'elle voit dans la tienne? Napoléon passait des heures à étudier ses ennemis, pas pour les haïr, pour les comprendre, parce qu'un ennemi compris est à moitié vaincu. Et Marc Aurèle ajoutait quelque chose de fondamental à cette règle. Quand quelqu'un te blesse, demande-toi d'abord quelle conception a-t-il du bien et du mal pour agir ainsi, et tu le prendras en pitié plutôt qu'en haine. La compréhension avant la réaction, toujours. Règle 2. Contrôle l'information que tu donnes. Austerlitz, décembre 1805. La veille de la bataille, Napoléon fait quelque chose d'extraordinaire. Il donne volontairement l'impression que ses forces sont dispersées et vulnérables sur son flanc droit. Il fait reculer ses troupes dans cette zone, ostensiblement, visiblement, comme s'il craignait d'être débordé. Les généraux alliés, autrichiens et russes, voient exactement ce qu'il veut qu'ils voient. Ils concentrent toutes leurs forces sur ce flanc. Ils s'y précipitent avec l'enthousiasme de ceux qui croient avoir trouvé la faille décisive. Et pendant ce temps, Napoléon attaque au centre, là où il voulait attaquer depuis le début. La bataille est gagnée en quelques heures. La deuxième règle, ne montre jamais tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu prépares. Ce n'est pas de la manipulation cynique, c'est de la maîtrise de ce que tu projettes dans l'esprit des autres.
Sénèque l'exprimait à sa façon dans les lettres à Lucilius. « Retire-toi en toi-même autant que possible, ne fréquente que ceux qui peuvent te rendre meilleur, n'accueille que ceux que tu peux rendre meilleurs, et garde toujours quelque chose pour toi-même. » Garde toujours quelque chose pour toi-même. Dans la vie quotidienne, cette règle s'applique partout. En négociation, tu ne montres jamais à quel point tu veux quelque chose. Celui qui montre le plus fort son désir est toujours en position de faiblesse. Dans un conflit, tu ne révèles pas immédiatement tes arguments les plus forts. Tu observes, tu laisses l'autre se découvrir, et tu agis quand tu as toutes les informations. Dans tes relations professionnelles, tu ne partages pas tes ambitions avec tout le monde. Pas par méfiance systématique, mais parce que certaines personnes utilisent ce qu'elles savent de toi contre toi, souvent sans même s'en rendre compte. Napoléon disait « Le secret est la première force de tous les hommes faibles et la première discipline de tous les hommes forts. » Pour lui, garder le contrôle de l'information n'était pas une faiblesse, c'était la fondation de toute stratégie. Règle 3. Frappe toujours là où on ne t'attend pas. Il y a un principe militaire que Napoléon a appliqué dans presque toutes ses grandes victoires. Un principe si simple qu'il paraît évident, et pourtant si difficile à exécuter. Ne fais jamais ce que l'adversaire attend que tu fasses. À Arcole, en 1796, il traverse un marais réputé infranchissable, là où personne ne l'attendrait jamais. À Marengo, en 1800, il traverse les Alpes en plein hiver par des cols que tout le monde considérait impraticables. À Iéna, il attaque à une vitesse tellement supérieure à ce que les Prussiens pouvaient concevoir qu'ils ne comprennent ce qui se passe que lorsque c'est déjà terminé. La troisième règle n'est pas une règle militaire, c'est une règle mentale. Dès que tu te comportes de façon prévisible, tu pars l'avantage. Marc Aurèle formulait ce principe dans un cadre philosophique. Les obstacles sur la route deviennent la route. Ce qui s'oppose à l'action favorise l'action. Ce qui se dresse contre nous nous aide à avancer. L'obstacle devient le chemin. Autrement dit, là où les autres voient un mur, Napoléon voyait une opportunité d'aller là où le mur ne se trouve pas. Dans ta vie, cette règle change tout dans les conflits et la compétition. Quelqu'un t'attaque verbalement, en public, dans une réunion, sur les réseaux sociaux, devant tes proches. Ce que l'attaquant attend, c'est une défense, une justification, une contre-attaque émotionnelle. C'est pour ça qu'il a choisi ce terrain-là. Ne lui donne pas ce qu'il attend. Réponds par le calme, là où il attend la colère. Réponds par la question, là où il attend l'argument. Réponds par le silence, là où il attend l'explication. Tu ne combats pas sur son terrain, tu choisis le tien. Épictète décrivait cela comme la pratique de la prohérésis, la faculté de choix délibéré face à toute provocation. Personne ne peut te blesser sans ta permission. Parce que ce qui te blesse, ce n'est pas l'acte, c'est ton jugement sur l'acte. Et ce jugement, il est entièrement en ton pouvoir. Ne réagis pas là où l'autre attend ta réaction. C'est ça, attaquer là où on ne t'attend pas. Règle 4. Divise pour régner. À l'intérieur comme à l'extérieur. Napoléon avait une stratégie militaire signature, que ses biographes ont appelée la manœuvre sur les derrières, ou plus simplement, la stratégie de la position centrale. Son principe, quand tu fais face à plusieurs ennemis, ne les combats jamais tous en même temps. Interpose-toi entre eux, divise-les, bats chacun séparément. À Austerlitz, il isole les Russes des Autrichiens à un moment clé. À la campagne des 6 jours en 1814, avec une armée réduite à 30 000 hommes face à plus de 200 000 ennemis coalisés, il bat successivement chaque armée, en se déplaçant si rapidement qu'aucune d'elles ne peut se coordonner avec les autres. Il gagne non pas parce qu'il est plus fort globalement, il gagne parce qu'il est localement, ponctuellement, plus fort que chaque ennemi pris individuellement. La quatrième règle, ne laisse jamais tes adversaires s'unir contre toi. Et dans la vie quotidienne, cette règle prend une forme que tu vas reconnaître immédiatement. Quand plusieurs problèmes t'assaillent en même temps, et tu les traites tous ensemble, avec la même énergie dispersée sur tous les fronts, tu perds partout, parce que tu n'es nulle part suffisamment fort pour gagner. Mais quand tu hiérarchises, quand tu choisis quel problème traiter en premier, quand tu concentres toute ton énergie sur un seul front jusqu'à le résoudre avant de passer au suivant, tu gagnes avec des ressources bien inférieures. Marc Aurèle appelait ça la discipline de l'action. La capacité à ne faire qu'une chose à la fois avec toute son attention, plutôt que 100 choses avec une attention fragmentée.
Concentre-toi sur la tâche présente. Ne laisse pas ton esprit courir vers le futur ou le passé. Le moment présent est le seul endroit où tu peux agir. Mais il y a une dimension encore plus profonde à cette quatrième règle. Une dimension intérieure. Les ennemis que Napoléon divisait à l'extérieur, tu les as aussi à l'intérieur. La peur qui te paralyse, le doute qui sabote tes décisions, la procrastination qui retarde tes actions, la voix qui te dit que tu n'es pas assez bon, pas assez légitime, pas assez prêt. Si tu les laisses agir ensemble, en même temps, avec la même intensité, ils te paralysent, ils coalisent contre toi et tu ne peux plus avancer. Mais si tu les isoles, si tu choisis de ne regarder qu'un seul en face, de le nommer précisément, de le traiter directement, alors tu redeviens l'acteur de ta propre vie. Divise tes ennemis intérieurs. Balaie un par un. On vient de voir les 4 premières règles. La connaissance de l'ennemi, le contrôle de l'information, l'attaque imprévisible, la division des fronts. Ces 4 règles concernent essentiellement la façon dont Napoléon percevait et gérait le monde extérieur. Mais les 3 règles qui suivent, celles de la deuxième partie, sont d'une autre nature. Elles sont plus profondes, plus difficiles, plus dangereuses à ignorer. Parce qu'elles ne parlent pas de ce que tu fais face aux autres, elles parlent de ce que tu fais face à toi-même. Et c'est là que Napoléon rejoint les stoïciens de la façon la plus bouleversante et la plus utile pour ta vie. Il y a une question que personne ne pose jamais sur Napoléon. Tout le monde parle de ses victoires, de ses stratégies, de ses conquêtes, de ses défaites. Mais personne ne pose cette question. Comment est-ce qu'un homme né dans la pauvreté, dans un pays étranger, moqué par ses pairs, sans relation, sans argent, sans appui, comment est-ce qu'un tel homme devient l'individu le plus puissant du monde en moins de 20 ans? Pas par la chance. La chance ne produit pas 20 ans de domination continue. Pas par le seul génie militaire. D'autres avant lui étaient génialement doués. Par quelque chose de plus rare, de plus difficile à acquérir et de plus difficile à maintenir. La maîtrise absolue de lui-même. Les 3 règles que tu vas découvrir maintenant sont celles que Napoléon a payé le plus cher à apprendre. Certaines dans le sang, certaines dans l'humiliation, certaines dans l'exil. Et chacune d'elles correspond exactement à ce que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque enseignaient. Non pas comme une théorie philosophique abstraite, mais comme une pratique quotidienne de survie et d'excellence. Accroche-toi, ce qui suit va changer quelque chose dans ta façon de voir les conflits et la puissance personnelle. Règle 5. Ne montre jamais ta blessure. 1807. Traité de Tilsit. Napoléon est au sommet de sa puissance. Il vient d'écraser la Russie à Friedland et rencontre le tsar Alexandre Ier sur un radeau au milieu du fleuve Niémen. Un cadre dramatiquement symbolique. Lors de cette rencontre, le tsar lui dit quelque chose de cinglant. Une remarque sur ses origines corses, sur sa légitimité de souverain face aux dynasties millénaires de l'Europe. Les témoins de la scène rapportent tous la même chose. Napoléon ne bronche pas. Son visage reste parfaitement neutre. Il répond avec un sourire calme et continue la négociation. Ce soir-là, dans ses carnets, il écrit « Un homme qui montre sa blessure donne à l'ennemi l'adresse exacte où frapper. » La 5e règle, ne laisse jamais paraître ce qui te touche vraiment. Ce n'est pas un appel à l'insensibilité, ce n'est pas dire qu'il ne faut pas rien ressentir, c'est dire quelque chose de bien plus subtil et bien plus puissant. Ce que tu ressens appartient à toi, ce que tu montres appartient à l'autre. Marc Aurèle le formulait dans ses pensées. Si quelqu'un réussit à te mettre en colère, sache que c'est ton jugement qui est la cause de ta colère. Ne blâme personne d'autre que toi-même pour t'être laissé troubler. Et Épictète ajoutait avec sa brutalité habituelle « Ce n'est pas les événements qui perturbent les hommes, ce sont les opinions qu'ils ont des événements. » Dans ta vie concrète, cette règle est peut-être la plus difficile à appliquer et la plus transformatrice. Quelqu'un te critique, ton instinct est de montrer que ça t'a touché, soit en te défendant véhément, soit en rougissant, soit en attaquant en retour. Toutes ces réactions indiquent à l'autre « Tu as trouvé quelque chose qui me fait mal, continue par là. »
Quelqu'un essaie de te déstabiliser en public, il teste plusieurs angles, il cherche le point sensible. Tant que ton visage et ta voix restent stables, tant que tu ne lui donnes aucun signal de réussite, il cherche à l'aveugle. Mais dès que tu réagis, dès que tu montres l'endroit où la flèche a touché, tu lui donnes une carte précise. Napoléon pratiquait ce qu'on pourrait appeler le masque du marbre. Non pas l'absence d'émotion, mais le contrôle total de l'expression de l'émotion. Un entraînement quotidien, conscient, délibéré. Et il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de choisir ce que tu révèles, et à qui et quand. La blessure cachée n'est pas une faiblesse, c'est une protection. Et souvent, c'est aussi la source d'une force que l'adversaire ne peut pas mesurer. Règle 6. Transforme chaque défaite en information. 1812. La retraite de Russie. 600 000 hommes partent, moins de 100 000 rentrent. C'est l'une des plus grandes catastrophes militaires de l'histoire. Une défaite totale, humiliante, dévastatrice. Et voilà ce que Napoléon fait dans les semaines qui suivent. Il s'assied avec ses généraux. Il analyse la campagne heure par heure. Il liste chaque erreur, saine, celle de ses subordonnés, celle du système logistique. Il tire des conclusions précises sur ce qui ne fonctionnait pas. Et il reconstruit une armée. Pas la même armée, une armée différente tenant compte de ce que la Russie lui avait enseigné. Moins de 2 ans plus tard, en 1814, pendant la fameuse campagne de France, il mène l'une des campagnes tactiques les plus brillantes de sa carrière, avec des ressources 10 fois inférieures à celles de ses ennemis coalisés. Pas malgré la Russie, grâce à la Russie, grâce à ce que lui avait enseigné. La 6e règle, une défaite n'est jamais une fin. C'est une source d'information que la victoire n'aurait jamais pu te donner. Les stoïciens avaient un nom pour cette posture. Marc Aurèle l'appelait l'obstacle comme voie, une idée centrale dans ses pensées. L'action rencontre un obstacle, elle avance quand même. L'obstacle sur la route devient la route. Ce qui se dresse contre nous nous aide à avancer. Et Sénèque, dans ses lettres, était encore plus direct. Aucun homme n'est plus misérable que celui qui n'a jamais connu l'adversité, car il n'a jamais eu l'occasion de se tester lui-même. L'adversité est un test, et un test réussi te laisse plus fort qu'avant. Mais voilà ce que peu de gens font vraiment, et ce que Napoléon faisait systématiquement. Il ne subissait pas les défaites, il les étudiait. Il y a une différence immense entre ces deux postures. Subir une défaite, c'est être passif face à elle, la ressentir, l'endurer, espérer qu'elle passe. Voir ça comme quelque chose qui t'est arrivé, une injustice, une malchance. Étudier une défaite, c'est devenir actif face à elle, se poser des questions précises. Qu'est-ce qui a mené à cet échec? Qu'est-ce que j'avais mal évalué? Qu'est-ce que je ferais différemment? Quelle information cette défaite me donne-t-elle sur moi, sur l'autre, sur la situation? Et transformer ces réponses en protocole, en ajustement, en nouvelles stratégies. Dans ta vie, à chaque fois que quelque chose échoue, un projet, une relation, une tentative, tu peux choisir, rester dans la posture de la victime ou prendre la posture de l'analyste. La victime cherche qui blâmer. L'analyste cherche quoi apprendre. Napoléon était un analyste obsessionnel de ses propres défaites. Et c'est précisément ça, pas son génie inné, qui lui permettait de rebondir avec une vitesse et une précision que ses ennemis ne pouvaient pas comprendre. Règle 7. Gouverne toi-même avant de gouverner les autres. Et voilà la dernière règle, la 7e, la plus importante de toutes. Celle que Napoléon a comprise tardivement et celle que les stoïciens avaient mise en premier. Je vais te raconter 2 moments. 2 moments séparés par 20 ans, et la différence entre ces 2 moments dit tout. Premier moment, 1800. Marengo. Napoléon est au point de perdre la bataille. Son armée est en déroute, tout semble perdu. Ses généraux commencent à parler de retraite. Napoléon reste immobile à cheval. Son visage ne trahit rien. Il attend, il calcule, et au moment précis où l'ennemi croit avoir gagné, quand ses troupes se sont désorganisées dans l'euphorie de la victoire, il lance sa réserve. Il gagne. Ce soir-là, il écrit dans son journal « J'ai failli tout perdre parce que j'avais mal préparé. J'ai tout regagné parce que je ne me suis pas laissé emporter. » Deuxième moment, 1815.
les 100 jours. Napoléon sait que son retour de l'île d'Elbe est un pari insensé. Ses propres conseillers le lui disent, la réalité géopolitique le lui dit. L'Europe entière se lève contre lui. Mais cette fois, il ne s'écoute plus. Il écoute ce qu'il veut croire. Il laisse l'émotion, le refus d'accepter que son heure est passée, la nostalgie de la gloire, l'orgueil blessé, dicter ses décisions stratégiques. Waterloo est le résultat. La 7e règle, la règle ultime, est celle-ci. L'ennemi le plus dangereux que tu auras jamais à affronter, c'est toi-même. Pas ton concurrent, pas ton chef hostile, pas les gens qui te critiquent, pas ceux qui complotent contre toi. Toi. Tes peurs non examinées, tes croyances limitantes acceptées sans question, tes émotions qui prennent le volant quand tu n'es pas vigilant, ton ego qui préfère avoir raison plutôt que de progresser. Marc Aurèle, qui gouvernait l'Empire et se battait contre des ennemis extérieurs sur tous les fronts, consacrait pourtant chaque soir de sa vie à examiner non pas ses ennemis extérieurs, mais ses ennemis intérieurs. Dans ses pensées, il s'écrivait à lui-même « Commence le matin en te disant « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens indiscrets, ingrats, arrogants, déloyaux, envieux, asociaux. Mais moi, j'ai vu la nature du bien et du mal. Je sais donc que ces hommes ne peuvent pas me nuire, car personne ne peut me souiller, sauf moi-même. » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience la plus aiguë qui soit. La seule vraie menace vient de l'intérieur. Et Épictète, lui qui avait été esclave et qui connaissait la domination extérieure mieux que quiconque, ajoutait « L'homme libre est celui sur qui personne n'a de pouvoir, pas parce que personne ne peut l'atteindre physiquement, mais parce qu'aucune force extérieure ne peut gouverner ses pensées, ses valeurs, ses choix. Gouverner ses propres pensées, ses propres valeurs, ses propres choix. Voilà la vraie domination, pas celle sur les autres, celle sur soi-même. Napoléon à Marengo avait atteint cet état. Napoléon aux 100 jours l'avait perdu. Et la différence entre ces deux Napoléons, c'est exactement la différence que tu peux faire dans ta propre vie, à chaque moment de pression, de conflit, de tentation de laisser tes émotions prendre le commandement. Je veux maintenant te donner l'exercice que Napoléon pratiquait et que Marc Aurèle décrivait dans ses pensées. Un exercice en 3 temps que tu peux commencer ce soir. Je l'appelle le conseil de guerre intérieur. Temps 1. La veille du combat. Préméditatio malorum. Avant chaque situation difficile que tu anticipes, une conversation tendue, une négociation importante, un conflit à venir, prends 5 minutes. Demande-toi quel est le pire qui puisse arriver. Comment est-ce que je réagis si ça arrive? Comment est-ce que je maintiens ma clarté mentale dans ce cas? Napoléon préparait mentalement chaque bataille. Il imaginait les scénarios défavorables. Il préparait des réponses. Il ne se laissait pas surprendre, pas parce qu'il prévoyait l'imprévisible, mais parce qu'il avait entraîné son esprit à ne pas paniquer face à l'inattendu. Temps 2. Pendant le combat. La règle des 3 respirations. Dans n'importe quel moment de tension, quand quelqu'un t'attaque, quand une situation dérape, quand tu sens la colère ou la peur monter, impose-toi 3 respirations profondes avant de répondre. 3. Pas 1. 3. Ce délai artificiel de 15 secondes crée la distance entre l'émotion et la réaction. Il te permet de choisir ta réponse plutôt que de la subir. C'est le mécanisme de la pause napoléonienne, adapté à ta vie quotidienne. Temps 3. Après le combat. L'examen du soir. Chaque soir, 2 minutes, un carnet ou ton téléphone. Une seule question. Quelle règle ai-je bien appliquée aujourd'hui et quelle règle ai-je violée? Pas pour te juger, pour t'observer, pour voir tes patterns, pour identifier tes angles morts. Marc Aurèle faisait ça chaque soir, depuis le camp militaire jusqu'au palais impérial. Il s'examinait sans complaisance et sans excès de culpabilité. Juste l'observation froide et l'intention d'améliorer demain ce qui n'avait pas fonctionné aujourd'hui. 7 règles. 2000 ans entre Napoléon et les stoïciens, et le même constat formulé de façon différente. La vraie domination n'est pas celle qu'on exerce sur les autres, c'est celle qu'on exerce sur soi-même. Connais ton ennemi mieux qu'il ne se connaît. Contrôle l'information que tu donnes. Attaque là où on ne t'attend pas. Divise tes fronts. Cache ta blessure. Transforme chaque défaite en information. Et gouverne-toi toi-même avant de prétendre gouverner quoi que ce soit d'autre. Ces 7 règles ne font pas de toi un conquérant au sens napoléonien.
Elles font de toi quelque chose de bien plus rare et de bien plus durable. Un être humain qui ne peut pas être dominé. Pas parce que personne n'essaie, mais parce que tu as choisi, délibérément, consciemment, chaque jour, de gouverner le seul territoire sur lequel tu as un pouvoir absolu. Toi-même. Marc Aurèle le disait avec la simplicité des grandes vérités. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Napoléon l'a réalisé et oublié. Toi, tu peux le réaliser et ne jamais l'oublier. Dis-moi dans les commentaires, parmi ces 7 règles, laquelle tu veux appliquer en premier, laquelle résonne le plus avec ce que tu vis en ce moment. Je lis tous les commentaires, et si cette vidéo t'a donné une seule idée utile, partage-la, parce que cette sagesse mérite de circuler. À très vite.